Alors tout ce que nous avons entendu ces derniers jours me laisse penser que c'est une thématique que vous connaissez par cœur. Et j'ai hésité entre faire parler mon cœur, adopter plutôt faire parler ma conviction de praticienne de croire au conseil, à l'apprentissage en autonomie. Ou l'autre solution, c'était d'essayer d'adopter un regard de recherche pour essayer de réfléchir sur ces modèles. Ce matin, j'ai entendu que l'on qualifiait les modèles issus des travaux du Krappel comme des modèles classiques, et quelque part, c'est certainement ce qu'ils sont devenus. Sauf que dans les années 70, 80, c'était des modèles innovants, mais ce sont encore des grilles de lecture qui nous permettent d'interpréter l'autonomie aujourd'hui. Alors, est-ce qu'un modèle situé dans un temps fini a encore quelque chose à nous dire? Si oui, de quelle manière? Donc c'était la façon dont je voulais vous parler d'autonomie aujourd'hui. Donc pour continuer à m'inscrire dans les travaux du Krappel, autonomie, je vous comprendrai comme le résultat de cet apprentissage en autodirection. Donc on est bien sur cette conception particulière de l'autonomie qui n'est pas partagée partout dans le monde. Et au cœur de ce processus d'autonomisation se trouve le centre de ressources en langue. Donc je n'ai pas choisi entre centre de langue et centre de ressources. Je l'appelle centre de ressources en langue, mais au-delà du dispositif en lui-même, l'angle d'attaque adopté sera sans doute celui des ressources, et notamment à partir de ce que l'on lit parfois comme l'éducation 2.0, c'est-à-dire, pour le dire de manière plus courante, le web 2.0. De quelle façon est-ce que ces nouveaux outils, puisqu'il y a ressources plus utilisation, font pencher l'autonomie vers peut-être l'autodidactie ou peut-être vers autre chose, et quelle est la place du dispositif pour accueillir ou ne pas accueillir le web 2.0 dans les ressources proposées institutionnellement. Voilà, donc c'est pour expliquer la première partie du titre. La deuxième partie du titre concerne non seulement la médiation formative du conseil, mais surtout ce que l'on peut envisager aujourd'hui comme formation pour les conseillers. Puisque, comme j'essaierai de l'exposer, il y a assez peu de travaux dans le domaine sur la formation des conseillers en eux-mêmes. On trouve un article qui est très largement cité en France, qui est celui de Sophie Ballou, qui date quand même de 1995. On trouve des travaux anglophones sur le sujet, de façon plus récente, mais la formation reste, par rapport à l'ensemble des travaux sur l'apprentissage de langue en autonomie, relativement un impensé de ce champ. Donc, pourquoi? On va essayer de se poser cette question. Voilà. Alors, je vous propose de travailler dans un premier temps sur le rapport entre Web 2.0, autonomie de l'apprenant et conseil en langue, et puis revenir sur la pertinence ou la non-pertinence des modèles tels qu'ils ont été proposés par le Krappel, en prenant en compte la transformation des ressources aujourd'hui, la transformation des pratiques, la transformation des cadres théoriques. Et dans un deuxième temps, nous reviendrons sur cette question de la formation pour les conseillers. Nous verrons comment aujourd'hui certains chercheurs montrent de nouveaux enjeux qui laisseraient entrevoir de nouvelles compétences pour les conseillers. Alors quelque part, bien sûr, comme on le disait ce matin à plusieurs reprises, il y a ce modèle qui existe de façon statufiée, la statue du commandeur, les préceptes d'Henri Olette quelque part, et puis il y a sur le terrain ce constat de crise, d'inefficacité, etc. Donc il y a quelque chose qui se joue entre les deux, un écart quand même à interroger. Donc nous verrons si ces nouvelles compétences pourront ou non compenser l'écart ressenti par les praticiens. Nous interrogeons sur les modalités de formation pour les conseillers, et puis je vous proposerai de réfléchir à partir d'une recherche-action qui a été menée au Krappel récemment, à partir d'une plateforme qui a pour but de former au conseil, et qui s'appelle COALEA, Conseil et apprentissage des langues étrangères en autonomie. Voilà. Alors, la question de la transformation des ressources me semble intéressante pour essayer de penser à ce dispositif prototypique de l'apprentissage autodirigé qui est le centre de ressources. J'ai plutôt le sentiment que quand on lit les travaux de langue française, le centre de ressources reste le dispositif caractéristique pour mener l'apprentissage autodirigé,
Mais si l'on regarde ce qui s'écrit en langue anglaise, on retrouve encore la terminologie de centre en accès libre. Et là, on a quand même comme un paradigme différent, on ne voit pas la même chose quand on lit les deux. Le centre en accès libre a été peu à peu abandonné dans les travaux de langue française, alors qu'il revient aujourd'hui, j'ai l'impression, de manière un peu plus forte dans la littérature anglophone. Donc on a un positionnement un peu différent. Du coup, cela n'offre pas les mêmes possibilités, la même réponse aux possibilités d'apprendre. Si les deux possibilités, centre de ressources ou centre en accès libre, vont également permettre un accès facilité aux ressources, ce que l'on attend de l'apprenant n'est pas exactement de la même façon, et surtout, le centre en accès libre va se positionner différemment par rapport au centre de ressources en ce qui concerne la capacité d'apprendre sans enseignement. C'est-à-dire qu'on va moins se poser des questions quant au contrôle que l'apprenant va mener sur son apprentissage. Donc ça, c'est une première chose peut-être qui est liée avec ces nouvelles ressources que l'on voit apparaître, notamment avec le Web 2.0. Au niveau de l'accès-excès des ressources, le jeu de mots que proposait Marie-Josée Barbeau avant le Web 2.0, c'était à l'époque d'Internet seulement, comme on l'appelait, donc en 98, on s'était posé cette question, qu'est-ce que devenait le centre à partir du moment où on pouvait accueillir un outil, on va dire, Internet, qui proposait une autre dynamique d'accès aux ressources. Comment est-ce qu'on arrivait à l'intégrer? Est-ce que la question de l'intégration se posait encore ou est-ce qu'elle n'était plus pertinente? Aujourd'hui, avec le Web 2.0, on a une augmentation de ces ressources. Par exemple, si on tape simplement online learning sans guillemets, on a 1,920 milliard de résultats. Si on tape apprentissage en ligne, 23 800 000 résultats. Donc on voit qu'un apprenant qui n'a pas beaucoup de clés pour appréhender les ressources se trouve pris devant une quantité astronomique qu'il ne peut pas gérer. Voilà. Alors, c'est le premier constat. Si l'on discute maintenant du centre de langue, du centre de ressources, ce qui est intéressant, c'est le pluriel qui existe dans langue et ressources, qui montre bien qu'on a imaginé un endroit qui pouvait accueillir une pluralité d'objets et de moyens. L'idée étant de rendre des données langagères accessibles à l'apprenant de façon à lui permettre un apprentissage. C'est ce qu'on pouvait lire déjà chez Daniel Coste en 1998. Alors, le centre de langue était vu dans les années 90, mais c'est encore une notion que l'on construit à peu près de la même façon aujourd'hui, comme une interface générant de nouvelles pratiques, permettant à l'apprenant de s'approprier de nouveaux espaces d'apprentissage, de nouveaux modes d'être apprenant, de nouveaux rapports au savoir. Et c'est dans cette optique qu'il ne s'agit pas simplement d'un espace ou d'un environnement, mais que l'on peut bien parler de dispositif. Alors, la question que l'on peut se poser avec Internet, puis le Web 2.0, est de savoir si finalement cette métaphore du centre qui est proposée, est-ce qu'elle est encore pertinente? On voit que l'on a d'un côté une dynamique plutôt centrifuge qui va vers la sélection, le filtrage, la gradation des ressources, tel que donc le propose un centre de ressources. Mais ce dispositif, il a une vision, c'est la vision de l'institution qu'il porte. Si l'on regarde peut-être de plus près ce que font les apprenants, ils peuvent être invités à suivre une dynamique qui est contraire, c'est-à-dire une dynamique centripète, ce qui est par exemple le cas quand ils vont regarder des ressources sur Internet. Cette fois-ci, il n'y a plus l'expertise institutionnelle telle qu'on la retrouve dans le centre de ressources. Ces ressources sont non filtrées ou moins filtrées, et surtout moins organisées, voire non organisées. L'intérêt, c'est que l'on a une immersion dans les ressources, c'est souvent ce qui est recherché. On a bien de la ressource brute, il y a la continuité du document quantique, et puis c'est de façon donc abondante sur Internet. Mais jusqu'où est-ce que le dispositif en lui-même, le centre de ressources, a la capacité d'intégrer deux dynamiques contraires, deux dynamiques mises en tension? Voilà. C'est une question à vous, qui travaillons dans les centres de ressources. Si l'on essaye de discuter un peu plus finement peut-être de ce rapport entre accès et excès de ressources, et qu'on questionne l'accès aux ressources,
on se rend compte au final qu'il s'agit toujours d'une accessibilité variable. Alors bien sûr, il y aura les ressources qui vont être immédiatement accessibles, que ce soit physiquement dans le lieu, l'espace, le centre de ressources, ou virtuellement accessibles, mais auxquels on a donné un accès privilégié par Internet, par exemple dans les centres de ressources en ligne. Il y a également autour de cette question d'accessibilité la question de la perception de l'accessibilité. Ce n'est pas parce qu'on met un apprenant au contact de ressources qu'il va l'interpréter comme une ressource bonne pour son apprentissage. Donc, il y a cette question aussi qu'il faut tenir compte. Et puis enfin, il y a quelque chose qui peut être accessible, mais l'apprenant n'a pas envie d'y accéder. De nouveau, dans cette question des ressources, on voit ces différentes gradations. Ces questions permettent de construire la question du pouvoir apprendre, et je pense que sur le pouvoir apprendre, quelle que soit à peu près la forme des centres de ressources, intégrant Internet ou le Web 2, on donne cette possibilité, donc le pari est gagné. Mais d'un autre côté, comme on disait tout à l'heure, il y a bien un excès de ressources, et quelque part, ce contact, cette immersion peut se transformer en submersion, c'est-à-dire qu'il nous faut des outils de traitement et d'interprétation de ces données pléthoriques. Il n'est pas toujours facile de les mettre en place dans les centres de ressources. Et puis, il faut réussir à garantir un accès effectif aux ressources qui soient porteurs d'autres modes de construction de connaissances. Et c'est l'injonction de l'apprentissage en autodirection. C'est quelque chose qui demande une transformation de la culture d'apprentissage. Or, la ressource en elle-même peut donner lieu à de multiples pratiques. Il n'y a pas forcément transformation des cultures d'apprentissage, mais j'essaierai de le développer un peu plus avant tout à l'heure. On pourrait même se dire que même si on avait un dispositif centre de ressources plutôt bien fait au regard de cette injonction de transformation des cultures d'apprentissage, le fait d'y intégrer, par exemple, du Web 2, introduit une sorte de cumulation d'autres manières d'apprendre. Et finalement, là encore, il faudrait soit donner une nouvelle boussole à l'apprenant pour qu'il se repère dans ses nouvelles façons d'apprendre, ou essayer de réfléchir l'autodirection au contact, au frottement peut-être de ces autres façons d'apprendre. Donc une question sur laquelle on a avancé, et on l'a entendu à plusieurs occasions lors du congrès, la question du savoir-apprendre. On s'est emparé de cette question d'une certaine manière, mais est-ce que la façon dont on s'en est emparé est encore pertinente aujourd'hui? Alors, ce sont donc des lieux qui essayent de promouvoir de nouvelles formes d'apprentissage, et l'idée c'est de proposer des lieux à la fois de consultation et de formation. Donc il y a tout un travail dans la littérature, et on l'a encore vu aujourd'hui quand on explique la façon dont les apprenants accèdent aux ressources par des bases de données particulières, par des filtrages, par des outils particuliers qui permettent de transformer la consultation de ressources en une formation plus suivie, comme les carnets de bord, les portfolios. Donc on a développé des aides techniques, documentaires et pédagogiques sur ces questions. Le centre de ressources, et notamment avec le Web 2, on va se retrouver avec une triple dynamique formative. Il y a bien cette dynamique informative, cette dynamique d'autoréflexion liée à l'autodirection, et puis il y a depuis toujours cette part de socialisation qui existait par les locuteurs natifs en place dans le centre. Par exemple, aujourd'hui avec le Web 2.0, cette socialisation devient plus importante que l'information, quelque part, et sans doute que l'autoréflexion. Alors, finalement, pour développer la compétence d'apprendre de demain dans ces maillages complexes qui peuvent être en phase avec l'éducation tout au long de la vie, qu'avons-nous à notre disposition et quel modèle théorique permettrait de reconstruire l'autodirection par ce nouveau paysage de la formation? Alors, j'en viens maintenant à une définition, quelques éléments qui nous permettent de situer le Web 2.0. C'est plus que du contenu, c'est du contenu et des liens. C'est certainement ce qui fait la force du Web 2.0. Alors, on peut le définir avec Tomlinson comme une exposition riche à la langue cible telle qu'elle est utilisée, mais c'est aussi, elle est caractérisée par la collaboration et l'intelligence collective. Ici, donc, on a à la fois du contenu et des possibilités d'interaction. Et on rajoute encore quelque chose, c'est un échange d'avis et d'expériences sur les contenus qu'on n'avait pas avant.
Et si on le met dans la problématique des centres de ressources tels qu'on les connaissait, cette discussion, cet échange d'avis et d'expérience, il trouvait sa place tout naturellement dans l'entretien du conseil. Le conseiller était l'expert qui aidait à construire une expertise sur les ressources. Cette fois-ci, on a d'autres lieux pour construire des expertises qui sont moins contrôlées par l'institution, avec ce débat sur la construction d'autorité par rapport à ces ressources. Enfin, on peut avoir une définition moins positive, quelque part, du Web 2.0 chez Howard, où on va le décrire comme un bourbier interconnecté d'opportunités non organisées. Et quelque part, c'est là la difficulté pour un centre de ressources qui viendra accueillir du Web 2, puisqu'on est sur des logiques contradictoires. Autant le centre de ressources essaye d'organiser, de structurer, de construire l'accès, un accès réfléchi, pensé, autant ici, les opportunités sont très importantes, mais l'accès pour les apprenants n'est finalement pas du tout facilité. Voilà. Alors, si l'on s'interroge avec David Craig sur les nouvelles pratiques en autonomie, on peut regarder par exemple ce que propose Life Mocha et Duolingo. On a donc ici des environnements d'apprentissage des langues qui permettent bien aux apprenants de sélectionner des outils et des modes d'apprentissage en lien avec leurs objectifs, leurs préférences. Donc, quelque part, on répond à cet enjeu de motivation qui est dans l'apprentissage en autodirection. Et ces dispositifs permettent un ajustement entre des dimensions individuelles et des dimensions sociales de l'apprentissage, ce que parfois on a reproché à l'apprentissage en autodirection. On l'a parfois qualifié de solo-formation, même si ça n'a jamais été dans la tête d'Henri Ollet de le qualifier de solo-formation. Là, on met en avant la dimension sociale de l'apprentissage. Donc les apprenants peuvent opter pour, et c'est là où ça devient intéressant, un cours traditionnel avec un tuteur, ou interagir avec d'autres apprenants, ou jouer le rôle de l'enseignant, ou travailler en collaboration avec d'autres apprenants, par exemple sur des tâches authentiques, ou encore combiner toutes ces possibilités. Alors, moi je dis que c'est intéressant parce que tout à coup, on n'a plus du tout un centre, une façon d'apprendre, et ça, on sait qu'on sait le faire. Ce qu'on sait moins faire, c'est remettre finalement des possibilités d'autres cultures d'apprentissage en concurrence ou en complémentarité dans un parcours qui pourrait rester en autodirection. Voilà, donc c'est aussi un enjeu certainement auquel il faut penser. Quelle autonomie finalement? Alors on a vu qu'entre le pouvoir apprendre et le savoir apprendre, le Web 2 n'était beaucoup moins sur le savoir apprendre, en tout cas pas sur le savoir apprendre tel qu'on a l'habitude de le définir. Il peut y avoir du savoir apprendre, mais ce sera du savoir apprendre moins institutionnalisé, puisque pris dans des réseaux de collaboration, mais pour autant cela peut donner lieu à l'apprentissage critique tout à fait intéressant qui permet une collaboration. La question des ressources autonomisantes, cette fois-ci, est plus compliquée à trouver dans le Web 2.0, ou même, je pense, à aménager. Si on a en tête les 3 critères proposés par Emmanuel Carrec et Henri Ollet sur les caractéristiques d'un document autonomisant dans un centre de ressources, il fallait qu'il soit accessible, adaptable et autosuffisant, c'est-à-dire qu'ils contiennent à la fois, par exemple, des activités de correction, un document sonore et des transcriptions, etc., de façon à ce que l'apprenant puisse complètement prendre en charge son apprentissage. Ici, on n'a pas du tout cette réflexion. Il n'est pas pensé à des fins pédagogiques de cette manière. Je ne sais même pas quelle quantité de travail ce serait de proposer des documents de soutien, par exemple, comme on sait le faire, pour inclure tous ces éléments par rapport aux ressources que peut utiliser l'apprenant. Alors, quelque part, peut-être qu'on ne devrait pas parler d'autonomie, mais plutôt d'autodidaxie, le nouveau visage de l'autodidaxie. Finalement, on est davantage axé sur les outils, sur le contenu, et non sur l'usage, où on va avoir de façon plus forte des porosités entre des pratiques non formelles et informelles, où on peut avoir des nouvelles autorités par rapport aux communautés apprenantes, donc des nouvelles expertises qui viennent se construire. Et finalement, est-ce que c'est la fin des dispositifs, c'est-à-dire un espace avec
conçu autour du développement d'une culture d'apprentissage particulière, avec une finalité que l'on arrive à cibler. Est-ce qu'on a encore l'idée de dispositif quand on intègre ce genre d'outils, ou est-ce qu'on a une accumulation sans structuration des modalités d'apprentissage? Alors, tout ceci étant dit en termes de description de ce que l'on pourrait comprendre des ressources aujourd'hui, on peut se demander jusqu'où finalement il ne faudrait pas essayer de renouveler les cadres théoriques. Et en fait, la question, elle se pose assez fortement lorsque l'on compare les travaux, encore une fois, sur l'autonomie en langue française et les travaux en autonomie de langue anglaise, où finalement, dans les travaux d'autonomie, sur l'autonomie en langue française, on reste relativement fidèle, on s'inscrit encore dans la définition de l'autonomie d'Henri, ce qui est moins clair chez les collègues anglophones. Ou une autre théorie ou un autre paradigme, comme on voudra l'appeler, occupe davantage de place, c'est la théorie socioculturelle. Kanagaraja parle du tournant social de la linguistique appliquée, et la conception de l'apprentissage en autonomie s'inscrit aussi dans ce tournant. Alors, comme on le disait, ce qui est souvent problématique, c'est que dans les écrits anglophones, longtemps est resté l'étiquette d'independent learning. On a relativement abandonné, on a abandonné relativement tôt, encore une fois, en France. Mais ça relance quand même l'idée que l'apprentissage en autodirection peut être compris comme une solo-formation. Encore une fois, ce qu'aucun collègue du Kratel dirait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré cela, même si on ne parle pas de solo-formation, on va s'attarder, on va s'attacher à cette notion d'individualisation de l'apprentissage. Et il y avait, historiquement, si on le replace dans les années 70-80, c'était quand même un lien. On permettait à des personnes d'apprendre les langues sans passer par des groupes, parce qu'ils n'avaient pas le temps ou parce que ces besoins qu'ils avaient en langue n'étaient pas pris en charge par les propositions de groupe. Donc il y a eu un intérêt. Aujourd'hui, quand on lit les travaux anglophones qui s'inscrivent dans les courants socioculturels, on voit que ce regard sur l'individu pose problème et on va plutôt proposer d'interpréter l'autonomie dans une socialisation. Ce que l'on lit un peu en France, mais pas de manière aussi forte, en tout cas de manière aussi en promouvant cette lecture. Alors, ce qui fait que, si on passe au paragraphe suivant, on a bien d'un côté l'individu par rapport à un groupe, et on comprend comment l'autodirection s'est située du côté de l'individu contre le groupe, quelque part. Mais ce qui a surgi de l'approche socioculturelle, c'est cette notion de communauté, tout à coup. Cette notion de communauté, elle a trouvé des manières de se réaliser dans le Web 2, qui va réinterroger la place de l'individu par rapport à cette socialisation. On peut lire par exemple l'intérêt et la difficulté des identités multiples que peut vivre un apprenant, par exemple en participant à des communautés sur Internet, chaque communauté redéfinissant ses normes et usages. Finalement, le locuteur en devenir doit apprendre ces différentes normes et usages. Dans communauté, on va retrouver, émerger cette idée de réciprocité qui n'a jamais été en fait abandonnée ou négligée dans la conception de l'autodirection. Plusieurs travaux sur les entretiens de conseil montrent comment le travail entre le conseiller et l'apprenant joue sur cette dynamique de réciprocité. Mais et d'ailleurs, cette notion, on la retrouve très fortement dans les travaux de sciences de l'éducation qui portent sur l'auto-formation. Par exemple, chez Jérôme Monod, avec un livre bien nommé La part d'autrui dans l'auto-formation. Donc, on voit comment ces questions de réciprocité, surtout construites par nos labels en France, ont toute leur place, mais elles prennent une dimension, un sens particulier par rapport à cette notion de communauté. Peut-être que l'on peut aussi avoir en tête la notion des communautés d'échange réciproque de savoir, qui, là encore, installent qui construisent une expertise sur le savoir, qui peut être intéressant pour l'autodirection. Enfin, on a peut-être un glissement
entre cette notion de responsabilité qui était dans les premiers travaux du Crapel. Donc l'apprenant est responsable de son apprentissage, et c'est ce que l'on lit sous la plume d'Henri Houlec, sous la plume de Marie-Josée Grémaud. Mais aujourd'hui, cette notion de responsabilité, il me semble qu'on la lit de moins en moins, et on lui préfère celle d'agentilité. Si on voulait la définir, par exemple, dans les travaux de Duranty ou de Thorne, qu'est-ce que c'est que cette agentilité? Pour Duranty, c'est le contrôle sur son propre comportement, c'est la production d'actions qui affectent autant les autres que moi-même, et c'est l'évaluation sociale des actes, donc par rapport à une norme. Cette notion d'évaluation sociale, on va la retrouver dans la définition proposée par Langtorp et Thorne. C'est la capacité d'assigner de la pertinence, de la signification à des choses ou à des événements. Et on va donc avoir cette notion de norme socialement construite, qu'on retrouve d'ailleurs dans la dynamique des communautés de pratique, qui sont aussi une grille de lecture, un modèle, une grille pour lire les apprentissages autodirigés aujourd'hui. Donc à la fois on a des termes qui sont connus, qui appartiennent au domaine de l'autodirection, mais qui tout à coup sont adaptés par les collègues, mais qui ne se transforment pas encore en modèle, ou en tout cas qui ne parviennent pas à être réarticulés avec, par exemple, la proposition qu'Henri Houlec faisait en 1980 pour expliquer l'autodirection. Voilà. Alors, les propositions plus récentes vont permettre en fait de montrer que la définition d'Houlec des fins 70-81 que vous connaissez, que nous connaissons tous, définir des objectifs, définir des contenus, sélectionner des méthodes et techniques, piloter le processus d'apprentissage, s'auto-évaluer, voilà. Elle est peut-être un peu étriquée aujourd'hui au regard de ce qu'est devenu l'apprentissage en autonomie, et il faudrait donc plutôt aller vers une compréhension de l'autonomie comme un ensemble de compétences plurielles, et c'est ce que propose Tim Lewis. Alors, on voit comment on va avoir une évolution au fur et à mesure qui tend vers l'introduction de cette socialisation, de ce relationnel dans la conception de l'apprentissage en autonomie et autodirigé. Je vous laisse lire donc chez Little, puis ensuite chez Meyers et enfin chez Lewis comment cette socialisation se traduit en différentes compétences. Je reviendrai après ces idées. Donc en fait, on voit comment, enfin, il me semble, c'est la lecture que je vous propose, que finalement les cadres construits dans les années 80, puis 90 pour le modèle du conseil avec les travaux de Marie-Josée Grémaud, doivent quand même être interprétés comme des théories situées dans le temps. Et aujourd'hui, d'autres tensions traversent l'autonomie. Quelque part, on ne devrait plus pouvoir s'arrêter à ces modèles, on ne devrait plus les proposer comme des credos. Il faudrait les réinterroger. C'est ce que fait Tim Lewis, c'est une piste. Après, dans la pratique, voilà, qu'est-ce qu'on réellement on peut en conclure pour la formation pour les conseillers. Alors, de tout ce que l'on vient de dire, qu'est-ce qui change? Quels sont les nouveaux enjeux, les nouvelles compétences? On peut distinguer certains enjeux, certaines compétences qui seraient liées à cette transformation des ressources. Par exemple, Howard propose pour le conseiller de travailler sur une stratégie d'accès aux ressources de l'Internet. Alors, peut-être comme les centres de ressources le proposent, mais en général, il y a un fléchage, une sélection de liens. Ce que l'on n'arrive pas encore bien à faire, c'est des propositions d'apprenants qui ne soient pas institutionnalisées. Ce matin, on parlait donc, par exemple des jeux vidéo. On peut les intégrer dans la proposition de l'institution, mais quelque part, il y a tout un travail qui se fait en parallèle. Et il faudrait trouver la façon d'accompagner ces apprentissages en dehors du centre de ressources. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, avec l'apprentissage mobile, les apprenants ont des apprentissages multisites. Donc, quelque part, la contrainte du centre de ressources, même si c'est une réponse intéressante, travailler sur la transformation des cultures d'apprentissage
elle n'est pas assez efficace pour prendre en compte tous les moments d'apprentissage et tous les lieux d'apprentissage. Hubbard, lui, propose de travailler sur cette notion de curation qu'on rencontre bien sûr du côté des conservateurs du musée, qui nous vient dans la linguistique par la réflexion sur les corpus, et donc il y a tout son intérêt sur la structuration et la pérennisation des ressources, et c'est ce que nous devons chercher à faire. Autant la question de la pérennisation s'est posée quand on est passé d'un support à un autre dans les centres de ressources. Ça a été le moment où on avait des cassettes vidéo, il fallait changer de support, etc. Donc les centres de ressources ont connu déjà ces transformations. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire mettre des liens à disposition des apprenants, les liens n'étant pas toujours valides? Quel temps ça prend? Est-ce que c'est plus chronophage de continuer à travailler de cette façon ou d'envisager une autre approche des ressources, d'autres types de structuration? De la même manière, souvent les centres de ressources ont eu l'habitude d'avoir des ressources soit maison, soit des ressources qu'elles achetaient quand elles étaient propriétaires. Aujourd'hui, est-ce que ça a encore un intérêt ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux aider à construire des ressources qui n'appartiennent pas au centre? Encore une fois, cette question du centre, me semble-t-il, qui est à réfléchir autrement. Alors, pour les nouveaux enjeux, les nouvelles compétences liées à l'apprenant, donc on voit avec Tim Lewis qu'il y a une idée intéressante dans le fait de développer des compétences de socialisation en apprentissage, et ça, ce n'est pas forcément pris en compte dans les outils à notre disposition pour l'autodirection. Et puis, il y a toute une série de travaux qui vont interroger sur non plus seulement le côté rationnel de l'apprentissage, mais également le côté émotionnel des apprentissages. Il y a donc des travaux qui, par exemple celui de Brown and White, mais aussi au Crapel, plusieurs collègues commencent à travailler sur cette question. Comment est-ce que l'émotion peut être autorégulée? Qu'est-ce que j'en fais? Et surtout, en tant que conseiller, est-ce que je l'intègre à mes pratiques ou non? Vous avez peut-être en tête la description des fonctions du conseiller de Marie-Josée Grémaud. Cet aspect-là, il apparaît en une ligne dans Soutien psychologique, et c'était au conseiller de l'inventer. Donc il y a cette fois-ci des travaux plus précis sur les émotions qui vont sans doute permettre d'avoir des indicateurs de repérage, et ensuite la question du positionnement par rapport au conseiller. Qu'est-ce que je fais de ces émotions? Jusqu'où j'en ai commencé à dire comme levier pour apprendre, ou jusqu'où ça peut être des freins et qu'il faut que je tienne compte pour le développement de l'apprentissage. Voilà. Alors, un point sur les modalités de formation au conseil. Ce qui est intéressant, c'est que on lit souvent que le formateur que l'on est garde l'empreinte de l'apprenant que l'on a été. Ce que dit Lucille Cadet, en fait, c'est parce qu'on a été un certain apprenant, on a appris dans certaines conditions, qu'on arrive à se projeter dans ce métier d'enseignant. Ça pose question pour l'autodirection. Beaucoup de conseillers n'ont pas forcément appris en autodirection. On retrouve d'ailleurs la même problématique pour les tuteurs en ligne. Beaucoup de tuteurs n'ont pas été des apprenants en ligne auparavant. Alors pour l'apprentissage en autodirection, il y a quand même cette idée, on la retrouve de nombreuses fois évoquée dans les rapports de recherche, qu'il faut essayer de développer cette partie d'expérience de l'apprentissage en autodirection chez les futurs conseillers. Et c'est par exemple ce que propose Leigh, un article très récent, qui tient en compte de ces transformations, de ces modifications. Voilà. Surtout que nous avons aujourd'hui des personnes qui commencent leur pratique professionnelle en étant conseillers et qui n'ont jamais enseigné. Il y a de nouveaux profils par rapport à ces apprenants. Enfin, il y a l'idée qui est de développer une compétence et une identité professionnelle, c'est-à-dire que longtemps ou souvent, la formation au conseil se voyait davantage comme un ensemble de savoirs que l'on allait transmettre, donc on permettait de construire une culture d'apprentissage adaptée à la culture d'apprentissage en autodirection. Mais par exemple, le rapport que propose Leigh montre que les enseignants qui ont travaillé dans ces dispositifs
n'ont pas utilisé la boîte à outils, les savoirs qui étaient à leur disposition. Ce qui a vraiment été sensible et intéressant pour eux, ça a été tout le travail sur les représentations, leur projection dans un nouveau métier, de créer cette identité professionnelle en repérant ce qui posait problème dans ce nouveau métier conseiller et ce qui leur était pertinent, ce qui les interprétait comme faisable, intéressant pour eux. D'ailleurs, à ce sujet, il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans le travail sur les représentations qu'on a aussi à faire émerger Lai dans l'article, c'est qu'ils ont eu, et on l'entend très souvent dans les formations de conseil, le retour de la part de ces enseignants qui allaient se diriger vers le conseil, la représentation en fait que ce n'était pas très différent, que c'était des pratiques qu'ils pratiquaient déjà dans leur métier d'enseignant. Et là, on voit qu'il y a toujours un travail à faire. Ce n'est pas parce que la pratique peut être la même que l'idéologie formative qui la sous-tend, comme l'expliquait bien les Ekman, est la même. Et dans le conseil, c'est souvent ça la question. C'est de changer la finalité, même si le geste peut paraître identique. Donc on voit comment travailler sur l'identité du professionnel est importante. Voilà, je vous donne également la référence de l'article Bailly-Carré sur une même expérience par rapport au centre qui s'appelle le Desfleux à l'Université de Lorraine. Enfin, est-ce qu'il est encore pertinent de former des conseillers en hétéroformation, sous la forme, sous la modalité de l'hétéroformation, comme c'est souvent le cas, hein. Ce sont des ateliers qui sont réalisés par un enseignant. Bien sûr, ce sont des ateliers réflexifs, mais qui ont quand même cette forme, et c'est sans doute une chose à réfléchir. Si on fait un parallèle avec ce qui se passe dans le développement des compétences chez les tuteurs, nos collègues belges, Charrier et compagnie, ne font que des formations en ligne. Donc on pourrait imaginer, on aurait tout intérêt à imaginer des formations de conseil qui intègrent plus fortement les modalités de conseil dans la formation. Voilà. Le renouveau des formations de conseil en langue, quels pourraient être en fait les aspects sur lesquels on pourrait insister aujourd'hui pour former? On a vu que la question sur les savoirs théoriques avait peu d'intérêt souvent perçu comme moins intéressant chez les formés. Par exemple, on nous propose de travailler sur l'engagement, sur les représentations, sur l'influence des apprenants sur les enseignants, et ça c'est intéressant. Cette enquête montre en fait que, alors que les enseignants peuvent être un peu frileux pour changer de leur pratique de formation, si les apprenants adhèrent au système, les enseignants suivront. C'est l'exemple de l'école d'ingénieurs à Hong Kong, et donc surtout moins de théorie sur le conseil, mais plus de réflexion sur les pratiques. Chez Cato, par exemple, on voit l'intérêt de favoriser le dialogue réflexif sur l'expérience, et il y a beaucoup de travaux qui aujourd'hui intègrent des modalités issues des analyses cliniques comme l'autoconfrontation par exemple. On voit que ça porte ses fruits de travailler dans ces directions pour la formation des conseillers. Et enfin, par exemple, un travail que nous avons réalisé avec Sophie Bailly sur les échanges réflexifs sur l'expérience entre conseillers eux-mêmes, donc sous une modalité de communauté de pratique, où on va travailler sur l'idée que les contours de signification donnés donc au métier par les acteurs se construisent collaborativement, collectivement. Et c'est certainement de cette façon que la transformation des pratiques peut être facilitée. Alors, quelques mots sur cette expérience Coalea qui a permis de mettre en place ces communautés de pratiques pour travailler sur la formation des conseillers. Simplement, quelque chose d'illisible qui vous permet de comprendre, tout simplement, que Coalea, en fait, c'est un espace qui va travailler en intriquant un espace recherche sur le conseil, un espace dédié aux enseignants, donc futurs conseillers, et un espace pour des apprenants qui travaillent en autodirection. Donc on travaille sur les 3 niveaux de manière imbriquée, de façon à faire circuler recherche et pratique, pratique et recherche, sur des conseillers et sur des apprenants. Vous avez ici la l'URL, et puis donc un aperçu de ce que peut être la partie savoir, la partie théorique. Et puis le dispositif de recherche tel qu'on l'a mené, on va simplement voir donc, dans une première étape un travail qui
à l'instar de ce que l'on demande aux apprenants en autodirection, a permis de demander aux futurs conseillers ou aux conseillers en activité mais de retour en formation quels étaient leurs objectifs d'apprentissage. On a travaillé donc sur des pré-questionnaires par rapport à leur représentation, leur culture, et on les a laissés travailler à la fois dans la partie ressources pour augmenter leurs connaissances, leur besoin de se rassurer par rapport à des savoirs du domaine, et puis par rapport à un outil d'échange, le forum, qui devenait support de cette communauté de pratique. Donc il y a à la fois un travail en autodirection pour les conseillers, qui se font de façon plus traditionnelle, de façon individuelle, mais aussi à l'intérieur d'un groupe, d'une communauté, comme on voudra l'appeler. L'idée étant de jouer à la fois sur un engagement, une participation et une réflexivité sur le métier. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Je vous donne simplement quelques éclairages sur les aspects de ce dispositif de formation un peu renouvelé. On a mis en exergue l'importance de l'étayage par les pairs, et c'était vraiment un forum pour les pairs. On avait moins de 1% des messages qui ont été adressés aux formateurs ou organisateurs, comme on veut les appeler. Donc la parole a vraiment circulé sur un échange de pratiques entre les conseillers. Le rapport de place, c'est intéressant de regarder que c'était un rapport horizontal entre formateurs et formés, ce qui permet également de montrer le levier intéressant, cette dynamique d'apprentissage qui est celle des communautés pratiques. Et en fait, on avait bien des échanges centrés sur la pratique et non pas centrés sur la théorie. Donc on retrouve cette idée de co-construction d'expertise partagée. On apprend à la fois des autres et on apprend de l'expérience et on apprend de l'expérience des autres. Voilà, des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Donc oui, dans les dimensions formatives, cela a permis de définir et de négocier les contours de ce nouveau rôle éducatif. Je crois que quand on fait des formations de conseil de façon un peu verticale, on impose une vision du métier et on laisse les futurs conseillers se débrouiller avec ce qu'ils peuvent y projeter, avec ceux avec quoi ils sont à l'aise et ceux avec quoi ils sont moins à l'aise. Ce type de formation, en travaillant sur des pairs, en proposant une réflexion et un étayage les uns par les autres, permet de construire ces contours de ce nouveau rôle. Je pense que c'est cette notion de contour qui est différente entre les individus. On n'a pas les mêmes priorités dans les postures adoptées pour faire le conseil. Donc le deuxième point, je l'ai déjà dit. J'en viendrai au troisième point sur cette notion d'interréflexivité qui est importante et qui permet de soutenir le processus d'autoréflexivité sur les pratiques du conseil, comme on arrive à voir avec des approches plus cliniques comme l'autoconfrontation, mais de façon moins psychanalytique, on peut avoir le même résultat dans ces propositions d'échange de paroles. On peut également comparer finalement les pratiques que l'on a et les représentations que l'on a sur le conseil. Ça aussi, au sein de collectifs, c'est intéressant de les faire circuler pour à nouveau pouvoir se sentir à l'aise avec ce que l'on fait du conseil qui peut être différent de ce que les collègues font. Mais on se met d'accord sur une ligne de conduite qui peut être partagée et qui donnera sens au dispositif. Et enfin, on voit comment de cette façon, cela permet de définir des nouveaux objectifs de formation avec cette idée que la réflexion vient étayer les pratiques et les pratiques donnent sens à la réflexion. On se retrouve dans des modèles du type Learning by Expanding, d'Engelström par exemple. Alors, je voulais vous faire écouter, lire ce que les conseillers disent à l'issue de cette expérience, le type de questions qu'ils se posent. On a par exemple le conseiller 7, le fait d'expliciter sur le forum les difficultés que je rencontre à accompagner un apprenant en entretien de conseil à s'auto-évaluer, m'a permis, en posant les questions, en les formulant, de mettre le doigt sur les nœuds de mon problème. Suis-je légitime dans ce rôle? Quelle est la pertinence de toute forme d'évaluation? Vous voyez, il y a des questions sur le statut, sur le rôle, sur la légitimité. Cette question de légitimité, elle fait partie prenante de cette notion de communauté pratique, périphérique ou intégrée. Donc on voit ici comment un groupe permet d'être rattaché au centre de cette communauté pratique. Deuxième conseiller, les échanges m'ont permis de m'apercevoir que mes pratiques correspondaient à celles d'autres conseillers. Encore une fois, cette question de légitimité, est-ce que je peux les comparer? Est-ce
Est-ce que je me reconnais dans le travail de mes collègues? Est-ce que je peux continuer à me situer par rapport au modèle du conseil proposé? Enfin, par exemple, C4, j'imaginais bien que je n'allais pas pouvoir trouver de réponse à mes objectifs, étant donné les publics que vous avez choisi de montrer. Mais en fait, ça m'a permis de voir que même si le cycle lui-même ne propose pas des situations qui ressemblent aux miennes, le fait de pouvoir discuter avec d'autres peut permettre de combler les manques. Même si on se fixe un objectif, on se laisse tenter par d'autres questions et c'est pas désagréable d'être amené à réfléchir à d'autres points en cours de route. Donc, on a ici essayé de faire un outil qu'on imagine comme un compagnon de route pour ces conseillers qui sont souvent ramenés d'une façon ou d'une autre à l'individualisation, à l'individualité de leur pratique lors de l'entretien de conseil. Vous savez peut-être pour l'avoir pratiqué que les pratiques de conseil sont des pratiques qui se négocient avec l'apprenant et ces négociations peuvent transformer que les projets et la boussole que l'on s'était donné pour intervenir en conseil. C'est intéressant de recentrer un peu le tout et de redonner des grilles de lecture, par exemple avec ce type de formation en continu. Donc on a une formation professionnelle qui peut s'étendre, qui accompagne cette formation tout au long de la vie, si on veut l'appeler ainsi. En guise de conclusion, je voulais vous proposer de lire, bien sûr, cette question de la formation à l'interface entre des champs de pratique et des champs de recherche. Et nous inviter à réfléchir à de nouveaux rapports entre la théorie et la pratique. Il me semble que cela prend tout à fait son sens dans la façon dont on continue à s'emparer des modèles, par exemple du Crapel, puisqu'en fait, ces modèles, en quelque sorte, éclairent et conditionnent aujourd'hui les pratiques, disant pour vocation certainement de mettre en place des démarches d'optimisation de ces pratiques, mais quelque part, il les contraint fortement. Donc, l'idée d'aller vers... j'essaie de fermer voilà. L'idée d'adopter une autre démarche, de partir des champs de pratique pour éclairer la recherche, permet cette fois-ci de partir d'une démarche d'intelligibilité, donc de compréhension de ces pratiques, ce qui permet de remettre sur la table le rapport entre l'idéal de la formation et le réel tel qu'il est aujourd'hui, si je reprends les termes de Brigitte Albero. Finalement, que nous apprend le réel sur la modélisation et sur la théorisation des pratiques que nous avons à faire? C'est en transformant les modèles que l'on sera mieux capable de proposer de nouvelles formations. Ces nouvelles formations sont encore aujourd'hui, on l'a entendu à plusieurs reprises dans le congrès, elles ont encore pour vocation de transformer des pratiques, donc elles sont encore assez proches parfois de l'introduction d'innovation, mais tout changement de pratique invite à une transformation du monde. Et si on en est à ces questions, peut-être qu'il faut se redemander quel est exactement aujourd'hui notre désir d'autodirection, notre désir d'autonomie. Et j'ai envie de conclure en écho à ce que j'ai entendu ce matin. Effectivement, parfois, le conseil est une valeur ajoutée et n'est plus partie intégrante du dispositif. Il devient parfois superflu ou facultatif. Et si c'est le cas, quels sont les dispositifs? Peut-on encore parler de dispositifs pour les centres de ressources? Si ce sont encore des dispositifs, quels sont les modèles de formation qu'ils proposent? Voilà, c'est la question sur laquelle je m'arrêterai. Merci de m'avoir écouté. Le conseil tel qu'il a été construit par rapport à cette notion d'autodirection, elle se rattachait à cette idée d'individualisation de la formation, avec l'idée qu'on pouvait utiliser l'apprenant à apprendre, mais que le but c'était l'autonomie de l'apprenant, et que cette autonomie elle passait par la prise de contrôle sur l'apprentissage. C'est pour ça qu'on appelait auto-dirigé. Alors, par rapport aux formes de tutorat, c'est différent. On pourrait dire que, et après tout de suite, je dis quelque chose, et tout de suite après, je vais me complexifier. Pour moi, le tutorat, c'est l'hétéroformation. Donc, c'est une autre modalité qui va s'inscrire, qui va reposer certainement sur un relationnel différent
de ce que peut vivre un enseignant. Et encore, vous allez me dire, non, je connais des enseignants qui ont les mêmes pratiques que des tuteurs, et c'est vrai, ça peut exister. Par rapport à l'apprendre à apprendre, on avait ici, si on reprend la galaxie de Philippe Carré que vous avez peut-être en tête, c'était une façon de proposer l'autonomie. On avait donc une formation cognitive qui portait sur le développement des outils métacognitifs peut-être, qui permettaient de prendre le contrôle sur cet apprentissage. L'apprendre à apprendre, pouvant dans des formations même être détaché de l'expérience d'un apprentissage que l'on mène seul. L'apprendre à apprendre, pouvant être aussi utile en hétéroformation qu'en autodirection, puisque c'est sur de la méthodologie d'apprentissage. L'apprenant, quelles que soient les façons dont il va recevoir les pratiques, en hétéroformation ou en autoformation, quelque part, il va devoir se débrouiller avec cet apprendre à apprendre. Donc là encore, on peut l'intégrer tout à fait en hétéroformation si on juge utile de développer ces stratégies cognitives. Le monitorat, c'est pas tellement la distinction entre ces pratiques. Alors, c'est pour le dire autrement. Le conseil, lui, et encore aujourd'hui, on ne le trouve que dans l'auto-formation. En tout cas, dans la didactique des langues. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé de l'autre côté. Le tutorat, on ne le trouve pas non plus en autonomie. Mais ensuite, on va donc avoir, c'est ma lecture, des dispositifs qui invitent à des types de pratiques plus familiers, mais les postures adoptées par les acteurs peuvent être beaucoup plus complexes. C'est-à-dire que même dans le conseil, et c'est ce que j'avais montré dans mon travail de thèse, avec des conseillers chevronnés qui s'inscrivent exactement et qui ont contribué à promouvoir des modèles tels que le Kratel le font, on peut avoir par moments des postures qui ne relèvent pas du conseil. Si on lit les travaux de Jean-Luc Rioudo, par exemple, en sciences de l'éducation, il est parti d'un autre métier de la formation où il a montré que cette palette de postures existe également. Donc je crois que la difficulté aujourd'hui, c'est que si on sort du discours politique qui permet de promouvoir un type de dispositif, un type d'apprentissage, si on prend des lunettes de recherche et qu'on essaie d'analyser, les choses sont beaucoup moins imperméables qu'elles ne le semblent. Mais encore une fois, la finalité, l'idéologie formative, elle va être différente dans l'hétéroformation et dans l'autoformation. Merci Maud pour tout ce que tu nous as Merci de m'avoir écouté. Je voulais revenir sur ce que tu disais sur le web 2.0, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment une question qui nous interroge quand tu parles des sites comme ça où il peut y avoir l'intelligence collective, la collaboration, et en même temps je voudrais revenir sur la question finale, que est-ce que le CRL reste un dispositif. Il me semble que c'est justement là qu'est le cœur de notre métier. C'est d'être dans cet accompagnement. Alors, le conseil, le tutorat, on a vu les différentes modalités, mais hier, déjà, on évoquait la question de savoir si ça devait rester un espace physique ou non. Et il me semble que, en tout cas, sur la question c'est celle-là, j'aurais voulu connaître la tienne, c'est que le CRL se justifie aujourd'hui par cet accompagnement, cette animation en parallèle à cet apprentissage en ligne ou cet apprentissage qui a des aspects pluriels. C'est vraiment la valeur ajoutée sur laquelle on doit travailler aujourd'hui. Et donc quand tu te poses la question de savoir si ça reste un dispositif, il me semble que est-ce que tu as une réponse à ta question? Tu as essayé de me répondre. Oui. En fait, là aussi, je crois que on a certainement intérêt à garder l'idée du centre de ressources comme dispositif si on veut développer le savoir-apprendre. Parce qu'on sait que le pouvoir apprendre, il n'a pas besoin du centre de ressources, mais que sans cette lecture canalisée vers l'auto-formation ou l'autodirection, sans cet apport autonomisant que propose le dispositif en lui-même, on a moins de chances de promouvoir d'autres formes d'apprentissage. Alors ça reste la volonté politique qu'on peut voir. Après, jusqu'où dans la pratique c'est faisable. C'est là où je me demandais si ça pouvait rester un dispositif. C'est-à-dire que si j'ai en tête la définition qu'un dispositif a une finalité éducative identifiée, si dans le dispositif je trouve des finalités éducatives en concurrence, est-ce que ça reste un dispositif
Est-ce que le dispositif prévoit la concurrence des modalités d'apprentissage? Et quelque part, on voit que les projets qui se développent, par exemple avec le Web 2.0, même s'il y a tout ce côté communautaire qui peut amener peut-être des choses intéressantes, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra mesurer véritablement la transformation des cultures d'apprentissage liées à ces communautés. Il faudrait voir. Ça va dépendre en grande partie des individus qui peuplent ces communautés. Et on sait que les modèles dominants ne sont pas ceux de l'autodirection. Donc quelque part, voilà, on peut mettre des doutes sur cette utilité du Web 2.0 pour développer l'autodirection. Donc, d'une certaine manière, comment est-ce que le dispositif centre de ressources que l'on veut maintenir va pouvoir faire pour trouver sa voie dans toute cette multiplicité, cette diversité d'apprentissage? C'est plutôt là où je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça déplace le curseur. Ce qu'on perd en autonomie, on le gagne en autodidaxie, enfin c'est gagné en autodidaxie, mais l'autodidaxie d'aujourd'hui, c'est pas du tout l'autodidaxie d'hier. L'autodidaxie d'aujourd'hui, elle a sans doute quelque chose à voir un peu avec l'autonomie, ce que l'on n'arrivait pas à retrouver avant. Maintenant, même l'espace physique des centres de ressources, quand on pense aux outils mobiles, à cette possibilité d'apprendre autant en dehors que dans le centre, comment est-ce qu'on va réussir à faire développer cette nouvelle culture d'apprentissage? Tu donnais des réponses, il y a des modèles complexes qui sont à proposer. Et ces modèles complexes, il faut certainement continuer à les promouvoir, même s'ils sont plus difficiles à accepter comme credo, on va dire. L'avantage de la vision d'Henri, c'est que quelque part elle s'est simplifiée, donc du coup elle est facile à comprendre et on arrive plus facilement à se l'approprier. Mais c'est des choses simples aujourd'hui pour répondre aux enjeux. Donc, par exemple, ce que tu proposes avec les modélisations permettent d'avoir une lecture beaucoup plus fine. Et ensuite, on aura le travail de transposer ces nouveaux modèles à la formation réelle des conseillers. Voilà. La question que ça pose aussi, c'est est-ce qu'on s'empare de ces ressources en ligne qui ne sont pas prévues dans la contexte éducatif, formatif? Est-ce qu'on les laisse en marge ou est-ce qu'on s'en empare ensemble pour en faire un véritable objet d'apprentissage? Mais ça, je pense que c'est si on a d'autres sur avancer, mais quelque part, on devrait plus poser la question si on était d'accord pour le document authentique. Il faudrait plus revenir en arrière, mais on revient en arrière. Finalement, ce que j'ai apprécié dans ta conférence, c'était vraiment stimulant, c'est le fait que tu partes de la notion de centre et que tu la questionnes. Et moi, j'ai toujours été un petit peu interloqué aussi par ce qu'on appelle les ENT, les environnements numériques de travail, alors plus a priori diffus. Mais malgré tout, quand on regarde comment ils ont été mis en place dans les institutions, c'est aussi, malgré tout, une façon de concentrer une certaine approche, et finalement on passe tous par un dispositif, tu vois ce que je veux dire, qui va dire bon bah ouais, malgré tout c'est comme ça qu'il faut faire, ce qui est normal au point de vue institutionnel. Et en même temps, moi je trouve qu'il y a des nouvelles pistes de recherche qui sont certainement à explorer maintenant. Je ne crois pas à la notion, la notion d'actif numérique me paraît extrêmement discutable, interrogeable et tout ça. Mais malgré tout, je sais que par rapport au temps où Oleg faisait ses recherches, ce qui s'est passé depuis, on a des apprenants, malgré tout, maintenant qui arrivent dans les centres de ressources, les centres de langue, qui ont changé dans leur rapport justement à la communication, dans leur rapport aux ressources, dans leur rapport à la socialisation, justement. On ne parlera pas de Facebook et ainsi de suite, et je pense que là, il y a des types de recherches à suivre. Je n'ai pas encore vraiment de réponse, mais de suivre un peu plus finement comment des étudiants en licence, des étudiants en master également, construisent leurs propres environnements de travail. Bon, effectivement, on parle beaucoup de tagging, par exemple, de faire remonter, parce que moi je suis fasciné sur Facebook, j'y mets peu de choses, mais je pense que mes amis mettent, parce que des fois ça me donne des idées assez. Et je pense que plutôt que quelqu'un qui a 20 ans ou 30 ans de plus, vous voyez ce que je veux dire, qui n'est peut-être pas dans la même lutte, mais quelqu'un qui va dire, ah tiens, ça c'est une super chose pour apprendre, il y a peut-être des façons peut-être d'envisager justement les ressources qui sont identifiées comme vraiment prometteuses, vraiment riches,
voilà, qui peuvent être intéressantes. Et en tout cas, cette notion de filtrage, il me semble que ça explose un petit peu ce que tu dis, et même ce que le bouquin d'Adèle, finalement, l'objet s'auto-détruit un petit peu. C'est-à-dire que si on veut aller jusqu'au bout d'une certaine logique, il me semble qu'il ne faut plus concevoir les centres comme des centres, et les environnements comme justement des objets qui concentrent. Voilà. Mais il me semble qu'il faudra avoir quelque chose de plus éclaté, qui est encore à inventer, me semble-t-il. Là, on peut reprendre des questions parce que c'est... Voilà. Mais c'est vrai que la question, par exemple, du Web 2 se met en porte-à-faux avec la question de l'intégration. Et on a eu toutes ces logiques intégratives, on sait bien le faire. Et tout d'un coup, on n'arrive plus à le faire. Donc, quelle recherche encore, pratique à même en place.